Permettez-moi, et je dirais de manière un peu exceptionnelle, de passer un peu tout le protocole de la citation des personnes présentes, etc. Tout d'abord, je tiens à vous adresser un grand merci. Merci à toutes et tous, en vos grades et qualités. Merci de votre présence à nos côtés pour la 36e Assemblée générale de la CAPED-Meuse. Face à cet ennemi invisible, ce rassemblement donne encore plus de force, je crois, aujourd'hui, à votre présence. Des mois sans se retrouver physiquement, c'est pour moi très difficile, très très difficile, mais je crois que c'est un sentiment partagé par beaucoup. Les rencontres et les réunions par écran interposé, totalement déshumanisées, ne me satisfont pas personnellement, mais je dirais nous devons nous adapter comme on le fait toujours d'ailleurs. Enfin, peu importe, nous sommes là réunis, soudés et solidaires, et je savoure particulièrement ce moment de partage avec vous. La période inédite que nous traversons et qui, je pense, est loin d'être terminée, a été révélatrice de notre capacité en faveur des autres. Nous avons été malmenés. Au mois de mars, l'état de guerre a été déclaré pour l'ensemble des Français et le confinement général décrété. Mais pas pour les artisans du bâtiment. Leurs compagnons, nous avons été envoyés au front comme si nos vies et celles de nos familles avaient moins de valeur que celles des autres. Il nous a fallu analyser les nombreux échangements d'informations avant de transmettre à nos collègues avec la boule au ventre en espérant que l'information qu'on transmettait était la bonne. C'était des périodes extrêmement compliquées. Les propos de Madame la ministre du Travail, mi-mars, nous ont particulièrement choqués et déstabilisés. À ce moment-là, nous ne savions plus si l'on devait suivre les consignes du président de la République ou celles de Madame la ministre. Rester confiné ou pas, ça ne se gère pas de la même manière. Être chef d'entreprise, c'est prendre ses responsabilités, opérer des choix. La position de la CAPEB-Meuse et celle de notre confédération a été de vous livrer un positionnement simple et ô combien pragmatique. Pas de sécurité, pas de chantier. Dès lors, chacun a analysé sa situation, ses chantiers, ses possibilités, tout simplement. Après coup, notre sentiment premier s'est avéré juste. Chacun d'entre nous a fait de son mieux et je tiens à remercier quand même ce monde de l'artisanat qui, pour certaines professions, a toujours répondu présent sur les dépannages, les entretiens et j'en passe. Dès que le travail a pu être repris, il l'a été. Et aussi rapidement que possible. Combien de fois on arrivait sur des chantiers où effectivement on ne trouvait pas de masque, on n'avait pas les éléments nécessaires, l'organisation du chantier n'était pas, performante pour protéger nos collaborateurs. Il nous a fallu nous équiper de pays et dans le même temps que les professions, les soignants, les commerces de première nécessité, et nous l'avons fait. La CAPEB, c'est vrai, n'a pas livré aux portes de chaque entreprise des masques que personne n'avait d'ailleurs et dont les soignants avaient un besoin impérieux et qui, je crois, suppléait tous les autres. En revanche, nous avons trouvé, grâce à la force de notre réseau, à la solidarité qui nous unit, les moyens de fournir du gel hydroalcoolique et celles et ceux qui en avaient besoin. Localement, tout comme au niveau national,
nous avons travaillé avec les services de l'État de manière étroite et régulière tout au long du confinement et dans les semaines qui ont suivi. Et je tiens particulièrement à les remercier, les personnes, ou au moins nos élus qui sont ici présents, je les ai eus régulièrement au téléphone, puis ils s'inquiétaient, et c'est là, en cela aussi où j'appuie ce remerciement, c'est que bien souvent, c'est à votre initiative que vous avez contacté notre branche, et je vous en remercie. Cet aparté fait sur la gestion de la période de confinement, il nous faut bien entendu à présent aller de l'avant. Ne pas céder au constat alarmiste ou au pessimisme ambiant. Si nous devons de continuer à être vigilants sur l'application du socle du protocole de déconfinement qui vient d'être complété par une nouvelle version, je crois que ça doit être la 5e, je crois qu'il y a des gens là qui sont là qui savent également comme moi, du guide de l'OPP-BTP. Cela ne doit en rien nous empêcher de foncer et d'aller de l'avant pour l'avenir de nos entreprises, mais également celui de l'économie de notre pays. Ne perdons pas de vue que 99% des entreprises du bâtiment ont moins de 20 salariés et qu'elles forment à elles seules 77% des apprentis pour la branche. Je vous passerai les détails concernant la Meuse, parce que sinon on va être un petit peu trop long, mais si je pouvais ajouter, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de redémarrer cette machine. C'est inédit. On n'a jamais arrêté d'un bloc l'économie de notre pays. Ça ne s'est jamais vu. Donc aujourd'hui, il faut effectivement faire redémarrer cet appareil. À travers ça, le gouvernement a construit un plan de relance. La CAPEB en avait fait de même, puisqu'on l'avait fait en interne. Et sur le plan de relance du gouvernement, il y a un soutien. Un soutien, je crois qu'aujourd'hui, le ministre a confirmé que les moyens mis à notre disposition pour finaliser représentent plus de 2 milliards. Et entre autres, sur un dispositif qui s'appelle la prime Rénov' pour la période 2020-2021. Ainsi, je crois, plus de bénéficiaires pourront profiter, et c'est une bonne nouvelle. Cependant, malgré les simplifications apparentes annoncées, nous devons de veiller à ce que les aides dont la nouvelle annoncée et qui va concerner l'ensemble des ménages, propriétaires occupants ou bailleurs, soient facilement compréhensibles par les ménages d'une part, mais surtout par les entreprises. Le danger sur ce point, c'est que nos structures doivent absolument se transformer davantage pour rester compétitifs et crédibles vis-à-vis des dispositifs administratifs, parfois alléchants pour le client, mais ô combien complexes, souvent difficiles pour nos entreprises dans leur mise en œuvre. Je ne vous détaille pas les difficultés pour les nouveaux installés et qui n'ont pas de profil commercial. Ça me permet de faire la transition avec, effectivement, les besoins en qualification de nos entreprises pour accéder à ces différents dispositifs. Et je parlerai particulièrement du RGE. Le RGE, alors on a besoin de formation, ok, mais dans quelles conditions? Même si 48 000 entreprises sont RGE, dont la grande majorité concerne des entreprises de moins de 10 salariés, ce dispositif doit être allégé et simplifié. Non dans sa raison d'être,
puisqu'il a une véritable raison d'être. Mais dans sa mise en œuvre, et l'ACAPEB est bien placé pour le savoir, car il entraîne un énorme mécontentement de la part d'un bon nombre de nos collègues. Les qualifications sont gages de qualité, mais à quel prix? Nous accompagnons les entreprises au quotidien sur le terrain des qualifications, mais force est de constater que cela ne suffit pas. Des moyens sont nécessaires. Un véritable service doit être créé et financé pour accompagner les entreprises en la matière. Ces services pourraient également soutenir la mise en place des certificats d'économie d'énergie et leur suivi. Et ce dispositif, il est, pour ceux qui le pratiquent un petit peu, d'une complexité à mettre en œuvre extraordinaire. Et c'est d'un fastidieux pas possible. Nous rencontrons trop d'adhérents dépassés par la valse des formations, des qualifications, toujours plus nombreuses et devenues indispensables au renouvellement des dossiers à effectuer. Et je dirais que je passe un petit peu des détails sur le sujet parce que j'arriverai à vous en faire un roman. Étant personnellement président de Calibat en la matière, je sais et je vois la difficulté que l'on a, une photo qui est mal prise, etc. Et je dirais, je ne dérape pas sur ce sujet parce que je pourrais vous en parler des heures. Néanmoins, nous avons quand même assisté sur l'année 2019 à des situations catastrophiques où des artisans avaient des commandes, ils avaient leur qualification en renouvellement et sous des décalages de dates, etc., les personnes ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas exécuter les chantiers tant qu'ils n'avaient pas leur qualification en main. Maintenant, on peut toujours se dire, on a deux choix. Soit effectivement on lutte contre un système comme celui-là, qui je ne pense pas serait la bonne formule, soit on se l'approprie. Chacun reste libre de se positionner comme il l'entend. Au final, seule la qualité du travail compte. Cependant, s'il faut jouer le jeu, rien que l'envie d'y participer vous donne la migraine. Il faut que tout le monde sache et l'entende. Il faut que chacun ait conscience de la difficulté toujours plus grande de conjuguer l'efficacité sur les chantiers et efficacité au bureau pour vous pouvoir reconnaître ses compétences. Et ce n'est pas un problème de capacité, chers collègues. Nous en sommes parfaitement conscients. C'est avant tout un problème de temps. Les jours ne font que 24 heures, transition énergétique ou pas. Nous avons choisi nos métiers en connaissance de cause, souvent par passion. Par contre, nous n'avons pas choisi le métier de conseiller financier et autres. Et aujourd'hui, c'est dans bien des domaines ce que l'on nous demande de faire. Nous sommes désormais amenés à vendre des aides, à vendre des prêts, des certificats d'économie d'énergie et je dirais que globalement, parallèlement, à vendre notre savoir-faire. Or que ça devrait être notre élément premier, c'est de vendre notre savoir-faire. Il faut que l'État soit conscient que ces dispositifs sont polluants pour nos entreprises et sont chronophages en temps. De la fluidité, de la lisibilité, plus de simplicité et plus d'accompagnement, c'est cela dont nous avons besoin. Le raisonnement est clair, que notre gouvernement entende qu'un doublement des budgets n'entraîne pas un doublement de l'activité. C'est, des fois on croit que parce qu'on met de l'argent, ça va se passer. Pas forcément. C'est la méthode et je dirais les moyens financiers certes, mais la méthode pour y arriver qui va effectivement faire qu'on soit performant. Je dis toujours,
l'élément numéro 1 dans l'entreprise, c'est l'organisation. Vous pouvez toujours mettre tous les budgets que vous avez. Si vous êtes mal organisé, vous n'aurez jamais assez du montant de la facture pour combler les besoins. Nous en appelons aux élus ici présents. Nous sommes un territoire rural. L'amélioration du patrimoine bâti passera par nos entreprises. Ne les enterrons pas sous la paperasse et les contraintes et veillons au respect des délais de paiement qui soient raisonnables. Et le terme raisonnable, je peux vous dire ce qu'il est. C'est 15 jours. Aujourd'hui, entre le moment d'émission et le moment du règlement, ça ne devrait pas aller au-delà de 15 jours. Soyons positifs. Les nombreuses mesures d'urgence prises depuis le déclenchement de la crise sanitaire et économique ont permis à la grande majorité d'entre nous de résister malgré la baisse historique d'activité. Cependant, il nous faut rester sur nos gardes. Les carnets de commandes semblent repartir à la hausse et nous donnent davantage de visibilité. Mais les prix sont de plus en plus tirés. J'en discutais encore tout à l'heure avec certains collègues. Les charges sociales ont été reportées et pas annulées. Ce qu'on n'a pas payé hier, on devra le payer aujourd'hui, voire demain. Et à un moment donné, ça peut devenir très compliqué. Les PGE, les prêts garantis par l'État, que nous avons souscrits, montreront jusqu'à, d'après ce qu'on a pu entendre, mais certains ont peut-être d'autres informations, jusqu'à 2,5% de taux d'intérêt. À y regarder. Aujourd'hui, les prêts que l'on fait sur les marchés ne sont pas à ces taux-là. Ils sont en dessous. Donc, faut pas qu'à un moment donné, le fait qu'ils soient garantis par l'État génère une poussée au crayon sur les taux d'intérêt. Compte tenu de ces facteurs, il nous faut veiller à ce que la chute annoncée et évitée pour le moment ne soit pas reportée en 2021. Nous devons être sur notre garde. Les trésoreries risquent d'être plus que tendues. Et, enfin, un conseil, soyons prudents. La CONPEB attend le détail de toutes ces mesures annoncées, mais aussi celles relatives au financement des charges d'entreprise. La CAPEB accueille également favorablement la décision de soutenir massivement l'emploi des jeunes et de développer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation pour aider les entreprises à investir dans la formation des jeunes et à préparer les compétences de demain. Mais cela ne suffit pas. Le ministre du Travail, Elisabeth Borne, exhorte les entreprises de fermer aujourd'hui les jeunes dont elles auront besoin quand l'activité repartira. Mais aujourd'hui, globalement, l'activité, elle est déjà repartie. Aujourd'hui, je dirais presque le souci numéro 1 des entreprises est du fait du ralentissement de l'activité par la mise en place des protocoles, etc. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des emplois qu'elles ne trouvent pas. On ne trouve pas aujourd'hui, mais ça ne change pas beaucoup. Mais aujourd'hui, la situation est un peu plus critique du fait, effectivement, des chantiers qui avaient été suspendus. Le gouvernement souhaite favoriser des accords dans les entreprises pour leur permettre de garder leurs salariés et leurs compétences. Le ministre de l'Économie a indiqué que le plan de relance instaurerait un dispositif de gestion prévisionnelle des effectifs au niveau national et décliné région par région pour adapter les cursus de formation aux besoins des entreprises. Ce dispositif sera élaboré par les partenaires sociaux. Enfin, Bruno Le Maire a lancé un appel solennel aux entreprises du BTP leur demandant de ne pas recourir au travail détaché. On le réclame depuis des lustres, hein. Mais bon, là, on en remet une couche, et je veux dire, les paroles restent des paroles, et on les prend en tant que telles. Simplement, à un moment donné, nous, ce qu'on voit,
c'est des actes. Et je ne citerai pas, j'avais une équipe mercredi et jeudi du côté d'Abbeville, dans la baie de Somme, là-bas. C'est des chantiers d'importance. Je dirais, il n'y a pas un ouvrier sur 3 qui comprend ce que vous lui dites. Voilà. Après, les paroles, c'est bien, mais ce qu'on souhaiterait à un moment donné, c'est avoir un peu de concret derrière. Tous ensemble, je crois, les messages que l'on peut passer, on doit les marteler. On doit les marteler aux jeunes. Que choisir le bâtiment, c'est choisir un pilier, une base solide pour construire une carrière. On commence apprenti, on finit chef d'entreprise. C'est le cas de bon nombre d'ailleurs de nos collègues ici présents. Il faut également que nous fassions bloc contre l'idée que dans le bâtiment, les salaires sont mauvais. C'est faux, c'est pas la réalité des choses. Quand je compare les salaires que l'on verse par rapport à d'autres filières, nous n'avons, et loin s'en faut, à rougir des salaires que nous versons à nos salariés. Nous nous attacherons cette année à travailler sur les maisons de région pour bâtir des actions de promotion de nos métiers, pour aller chercher le public intéressé par effectivement nos professions, les plus jeunes, mais aussi les autres, peu importe leur passif personnel ou professionnel, pour les former et les amener à nos entreprises. Et je ne peux pas faire cela sans parler d'une action que la CAPEB porte depuis 30 ans, qui est une action qui s'appelle les artisans messagers. Et aujourd'hui, en dehors effectivement d'un soutien régional sur certains aspects, on a beaucoup de difficultés. Et je me mets en dehors de cette crise sanitaire qui aujourd'hui empêche un certain nombre de choses. Je crois que sensibiliser les jeunes, il faut les chercher, il faut aller leur dire, je dirais là où ils sont encore réceptifs à ce genre de message. Et je crois que les collèges est un élément effectivement important où les jeunes vont être orientés, ou venir porter le message effectivement que le bâtiment est une voie importante, c'est une voie dans laquelle ils peuvent se construire et s'épanouir. Nous sommes artisans, non pas par défaut, mais dans la grande majorité des cas, par passion. Soyons les ambassadeurs de cette passion pour nos métiers. C'est sur cette note positive et optimisme que je clôturerai cette année mon intervention. Et comme à mon habitude, je dirais vive l'artisanat, que vive le bâtiment et que vive la CAPEB. Merci de votre attention. Bien, je voulais d'abord remercier Dominique pour son invitation, vous dire que je suis vraiment heureux de vous retrouver, même si nous sommes peu nombreux. Et Dominique, te dire que je suis un peu comme toi, les visioconférences, enfin les échanges de ce type, on en a un peu marre. Et rien ne vaut évidemment des rencontres physiques où au moins on se voit, on peut s'adresser quelques mots et vraiment d'abord formuler le vœu qu'on puisse en finir le plus rapidement possible sur cette crise. Et s'il y a bien un domaine où les responsabilités ne sont qu'individuelles, notamment en ce moment, et pas trop collectives, même s'il y a aussi des problèmes d'organisation de l'État, c'est bien dans nos gestes, dans nos gestes et nos engagements. Et d'ailleurs, je suis assez frappé, je fais partie de la commission d'enquête sur le coronavirus, je suis assez frappé d'ailleurs des différences de réaction des habitants de tous les pays du monde et d'Europe. Il y a des pays beaucoup plus disciplinés, on parlait notamment de la Suède, il n'y a pas eu de confinement généralisé, enfin la Suède, il n'y a pas eu besoin de confinement généralisé, ça s'est tellement mis en place spontanément que voilà, nous c'est un peu différent, il faut un peu la carotte et le bâton, mais essayons vraiment de faire en sorte de pas propager cette maladie.
Je voulais remercier Dominique pour la qualité de ses propos. Vraiment, le remercier et vous remercier pour la qualité de nos relations tissées notamment pendant la crise. Dominique a eu la gentillesse de le dire, enfin Franck le sait très bien. Il n'y a pas eu une semaine pendant la crise économique où on ne se téléphonait pas pour faire le point sur la façon dont vous viviez cette situation. Et c'était d'autant plus important pour nous, les parlementaires, qu'on était cloîtrés dans nos permanences. On n'avait même pas de collaborateurs et de collaboratrices, et vous avez été les seuls liens avec la réalité économique. Ça a été utile pour nous. Franck a des responsabilités importantes au Sénat et moi à l'Assemblée nationale, parce que j'étais déjà membre de la mission d'information sur le coronavirus, membre de la commission d'enquête. Je suis président de mon groupe politique à l'Assemblée nationale et j'ai, par ce biais-là, la chance, j'avais la chance, notamment pendant la crise, de faire partie des rares parlementaires qui avaient la possibilité de parler à tous les membres du gouvernement, des réunions avec le Premier ministre, des réunions avec le Président de la République. Et je peux vous assurer que ce que vous m'avez dit sur le terrain par le biais de Dominique, c'était répertorié, mais vraiment aussitôt. C'est important pour nous de sentir comment ça se passait avec les banques, comment ça se passait avec la situation de vos salariés et comment ça se passait au niveau de vos propres protections. Alors, c'est pas pour ça qu'on a été forcément efficace, mais je peux vous dire que vraiment, en direct, tous les jours, tout ce que vous viviez sur le terrain, ça remontait. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont eu la gentillesse de suivre un peu mes propos sur Facebook, vous avez bien vu que c'était la réalité. Je porte d'ailleurs un jugement à la fois de respect de la puissance publique, mais aussi de sévérité. Je trouve que franchement, on n'a pas toujours été à la hauteur, notamment en termes d'anticipation de la crise, en termes de transparence et en termes de décentralisation de nos processus de décision. On avait eu quand même 600 millions de masques, c'est la réalité, qui étaient en stock en 2018, qui ont été détruits. France Publique Santé France a envoyé des messages très clairs aux autorités de santé en disant il faut reconstituer. On en a recommandé 100 millions en toute vitesse. Et d'ailleurs, les 100 millions de tests qu'on avait au plan national, ils n'ont même pas été distribués, quoi. La raison d'ailleurs, je pense, enfin, de la mise à l'écart de notre directeur régional de l'ARS, qui n'est pas parti parce qu'il avait mis un peu les pieds dans le plat sur les investissements à Nancy, mais qui est parti parce qu'on lui a voulu beaucoup avec d'autres autorités, d'avoir réquisitionné des distributions de masques. Puis je suis quand même très très frappé, enfin faut le dire, de voir que les entreprises ont été beaucoup plus efficaces dans la distribution de masques que l'administration. Franchement, on s'est débrouillé par tous les moyens qu'il fallait pour trouver des masques. Il y a encore 15 jours, là j'étais dans un taxi à Paris, je discutais avec un chauffeur de taxi. Je disais, mais ça a été compliqué pour vous les masques. Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est pas compliqué, nous on était sur Internet, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller acheter des masques en Allemagne. Ben, il y en a un d'entre nous qui est allé acheter des masques en Allemagne, puis on est arrivé au plein milieu de la crise, on a trouvé des masques en Allemagne. Enfin, c'est quand même ça, franchement, c'est quand même ça la réalité. Donc bon, on n'est pas tout à fait dans votre sujet, mais enfin, quand même, si peut-être sur le plan économique on a vécu une crise un peu plus forte qu'ailleurs, si sans doute, et j'en suis convaincu, on a eu beaucoup plus de malades et de morts en France, c'est à cause de cette hypercentralisation, cette France qui est un peu gangrénée par tout ça, et cette incompréhension, ce que tu n'arrêtes pas de me dire chaque année, Dominique, que si on ne décentralise pas, si on ne se fait pas confiance, si on ne simplifie pas les processus, eh ben on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Je reviendrai directement sur le plan de relance, ce que disait Franck il y a quelques instants. Ben c'est pareil. Moi, j'ai fait des études de sciences éco. J'y pensais tout à l'heure en arrivant en voiture, en disant qu'est-ce que je vais essayer de raconter un peu de nouveau à votre Assemblée générale. Je me souviendrai toujours de mon professeur de sciences économiques à la faculté de sciences économiques de Nancy, professeur Gendarme, qui à cette époque, il tendait d'ailleurs le manuel des traités d'économie politique de Raymond Barre. Il expliquait à l'époque qu'il y avait des bons et des mauvais endettements, qu'il y avait des bons et des mauvais impôts. Ce n'était pas grave d'augmenter les impôts ou de s'endetter si l'endettement contribuait à renforcer les investissements et il y avait des investissements sains et pas sains.
On relance l'économie par de l'armement, on relance l'économie par de la violence, c'est pas vraiment de l'investissement sain. Il nous expliquait à l'époque que les bons investissements, la bonne dette, ça avait notamment un effet multiplicateur par 3. C'est-à-dire on s'endettait de 1, eh bien, il y avait un investissement de 3. Puis il nous expliquait que dans des pays africains très corrompus, c'était le contraire. C'est-à-dire quand on investissait 3, on récupérait 1. Bien actuellement, l'économie occidentale et l'économie française, c'est ça. C'est-à-dire qu'on investit de 3, on s'endette de 3, on récupère d'1, quoi. On récupère d'1. Parce qu'on a une économie qui est boursouflée, surendettée, et qui est complètement en dehors des clous sur le plan économique. Le vrai sujet sur lequel on ne parle pas, ou peu, c'est de savoir vers quelle économie on va. Est-ce qu'on va vers une économie à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire soutenir les entreprises du CAC 40 qui rendent des rendements en actions de minimum 12-14%, c'est ça, on nous explique que si la bourse ne récupère pas 12 à 14%, on est des mauvais. Mais je n'ai jamais vu une économie dans le monde, ni en Occident, qui rapportait autant. Depuis des années, cette forme de capitalisme anglo-saxon, où c'est le court-termisme, c'est on achète, on revend, on est complètement déconnecté de la réalité, ben c'est ce que ça produit. Et ça produit des endettements géants. Il y a d'ailleurs des économistes très sérieux qui vous expliquent que la croissance ces 50 dernières années n'a été engendrée uniquement que par des surendettements, par des déficits publics, et notamment les déficits publics des États-Unis. Est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce qu'on veut militer pour un capitalisme rénant, ce qu'on appelle rénant, c'est-à-dire s'inspirant des modèles allemands, où les entreprises, eh bien, c'est d'abord fait pour enrichir le chef d'entreprise, c'est fait pour être partagé aussi avec les salariés, c'est fait pour développer les collectivités, développer les territoires et créer des vraies dépenses durables. Moi, je rêve que ces 100 milliards d'euros, ils soient fléchés essentiellement sur les entreprises qui font 3 à 4% de bénéfices, c'est-à-dire les PME, les PMI, c'est-à-dire vous, et pas une économie qui est complètement déconnectée. Vous voyez qu'on a réellement ce combat. Et c'est d'ailleurs très drôle, là, on se livre, je ne sais pas s'il y a de la presse, peu importe. J'étais avec Gérard Longuet dans le train il y a quelques semaines. Et Gérard Longuet me disait, tu comprends, j'ai un problème avec Emmanuel Macron, on dit ça, c'est que je le trouve beaucoup plus à droite que moi. Alors j'ai pété de rire, connaissant l'engagement de Gérard Longuet, je lui dis, enfin, Donc, il me dit, c'est faire attention parce qu'il y a une tentation de cet ultralibéralisme du CAC 40 complètement dégagé de la réalité. Donc, est-ce que ce plan de relance de 100 milliards d'euros, il va vous servir, il va nous servir, ou est-ce qu'une grande partie, ça va contribuer à développer les déficits publics, et à soutenir finalement des entreprises qui n'en ont pas besoin? Moi, je sais que tu as des responsabilités importantes, Dominique, au sein de la CAPEB. Je sais que la CAPEB est vraiment très, très sensible à ces sujets-là. Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec le plan de relance? On ne l'a encore pas vu. On le débat au Parlement dans 10 jours. Et on ne l'a pas vu. On a hurlé la semaine dernière, j'étais à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale, même le président Ferrand a tapé sur la table. On a avancé le Conseil des ministres de mardi pour l'avoir jeudi, de façon à au moins voir ce document. Et j'étais il y a 2 jours à la Fédération des travaux publics nationale. Je vais rencontrer la semaine prochaine la Fédération du bâtiment. Et j'aurais demandé, mais qu'est-ce que vous pensez du plan de relance? Il me dit, on connaît les sommes, mais on ne connaît pas les détails. On ne sait pas comment ça va se passer. Chercher l'erreur. Alors nous, on sera évidemment avec les parlementaires de mon groupe. Moi, j'ai un spécialiste qui est Charles Amédée de Courson. Bon, on va essayer de passer ça au scanner. Et la promesse que je vous fais, c'est vraiment de suivre réellement ça, de façon à ce que l'argent qui est investi, avec des efforts très importants de l'Union européenne, entre parenthèses, ceux qui critiquaient l'Union européenne, je peux vous dire que si on n'avait pas l'euro et pas l'Union européenne, on serait comme des pays africains avec une monnaie qui vaudrait peau de balle, comme on dit chez nous à la campagne. Donc on dépense des sommes importantes. Il faut que ça aille vers vous. Il faut que ça soit investi très rapidement et très rapidement sur le territoire.
Je pense qu'il faut qu'aussi cet investissement, ça soit pas l'investissement d'hier, pas la croissance d'hier, parce qu'on voit bien le réchauffement climatique, on va tous crever, c'est de la folie, quoi. Quel monde nouveau on construit ensemble? Et ce monde nouveau, on le construira avec vous, ou si on ne le construit pas avec vous, avec des entreprises responsables, on n'y arrivera jamais, parce que le but, c'est évidemment de créer de l'emploi, du développement économique, de faire en sorte qu'on limite les effets catastrophiques du réchauffement climatique, puis qu'il y ait aussi de la justice sociale, que si on a tout le monde dans la rue, avec les gilets jaunes notamment, je rappelle quand même que si on n'avait pas été un pays fort, avec une armée, une gendarmerie forte, on aurait eu notre révolution orange en France il y a 1 an et demi. Franchement, avec toutes les catastrophes que vous connaissez. Donc c'est ça le deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu, c'est que c'est un sujet sur lequel il faudra vraiment qu'on réintervienne. Il y a quelques élus locaux qui sont ici présents. Et tu le disais très bien tout à l'heure, Dominique, c'est de faire tout ça collectivement. Bon, tu dis, il y a 2 milliards d'euros qui vont bénéficier aux entreprises, notamment à travers la prime Rénov', etc. Je rappelle quand même que les trésoreries des collectivités locales n'ont jamais été aussi élevées depuis que les collectivités locales existent. 60 milliards d'euros en trésorerie. 60 milliards d'euros de trésorerie. Ça, c'est le président de la Fédération des travaux publics qui m'a dit ça il y a 2 jours. Il me dit, écoute, nous, le TP, on va avoir 4 ou 2. Mais il me dit, mais bon, ça va arriver quand ça va arriver. Mais il me dit, il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rétablisse la confiance. Parce que les Français ont épargné, mais dépensent pas parce qu'ils ont la trouille. Puis les collectivités l'ont mis de côté. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu les changements. Mais se demande s'il faut réinvestir ou pas, quoi. Et là, franchement, il faut qu'on le fasse collectivement. J'étais tout à l'heure dans une commune, et d'ailleurs c'est sur Facebook, donc comme vous êtes sur Facebook, vous pourrez le savoir, commune de 47 habitants, dans le sud de la Meuse. Vous verrez, la commune de 47 habitants, je demande, mais combien vous avez de trésorerie? Le jeune maire qui était là me dit, 31 ans, me dit, attendez, on va regarder, le secrétaire de mairie était là, 100 000 euros de trésorerie. 100 000 euros de trésorerie, pas d'endettement, pas de dépenses, etc. La mairie est en mauvais état, l'église machin, etc. Je lui dis, mais c'est tout de suite. Franchement, c'est tout de suite qu'il faut y aller. Alors moi, je suggérerais bien, cher président, peut-être qu'avec la fédération du TP, enfin du BTP, peut-être avec les parlementaires, peut-être que vous demandiez aux présidents de département, collectivités, intercommunalités, vraiment qu'on puisse se réunir de façon à lancer cet appel-là, quoi. Et ça peut arriver, tout de suite, vraiment tout de suite. Alors nous, notre boulot, il est évidemment de vous aider dans tout ça de façon accélérée, puis de faire en sorte que tous les grands projets d'infrastructure, enfin tout ça dans le département, ça arrive assez rapidement et on va le faire. Et enfin, Dominique, et j'en terminerai là parce que j'ai vraiment conscience d'avoir été beaucoup trop long. Moi, plus je fais de politique, plus je ne peux plus supporter le type de discours que tu fais. C'est pas parce que je suis d'accord, c'est parce que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire, ça fait 20 ans que tu dis la même chose. 20 ans qu'on dit la même chose. Cette complexité des aides, c'est épouvantable dans la rénovation thermique. Je ne sais plus si je vous le disais à une de vos assemblées générales, un de mes meilleurs copains, qui est le président du plan bâtiment, Philippe Pelletier, ancien président de l'ANA, me disait il n'y a pas très longtemps, Bertrand, il y aurait la moitié d'aide en France, mais un seul système pour distribuer les aides. Et si ça ne bougeait pas pendant 10 ans, on en ferait 2 fois plus en matière de rénovation thermique. 2 fois plus. Mais c'est un bordel infâme. Tu parlais des certificats d'économie d'énergie. Non, mais attends, combien il y en a qui ne bénéficient pas des certificats d'économie d'énergie, tellement c'est le cirque. C'est le cirque. Il y a autant de systèmes d'économie d'énergie qu'il y a d'entreprises. Et va vous rajoutez ça. Alors je cogne, et je termine là, je ne dis pas matin, midi et soir, mais chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai encore fait récemment là-dessus, en je disant vos sous, c'est bien, mais franchement, si vous ne réglez pas tout ça à travers un seul type d'interlocuteur pour décentraliser les aides, c'est le modèle allemand, c'est les régions, c'est le modèle autrichien, c'est pareil, filez toutes les aides aux mêmes, on saura bien les dépenser, nous, les collectivités. Et une seule organisation en charge de distribuer tout ça. Et si vous ne simplifiez pas les règlements, mais pourquoi on ne fait pas confiance à votre profession? C'est que la réglementation thermique, mais c'est quand même mieux vous, en capacité de le faire, tous ces hauts fonctionnaires qui ont des cerveaux surdimensionnés, mais qui ont des oreilles atrophiées, quoi. Enfin, c'est vraiment à vous de le faire, tout ça. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir invité à votre Assemblée générale.
ayez conscience qu'on a vraiment, on a vraiment conscience du problème. Bon, et on va militer avec vous. Il faut vraiment que cette crise, qu'elle soit d'accord, qui est la plus vaste crise qu'on n'a jamais vu arriver, eh bien, ça soit une opportunité. Moi, j'arrêtais pas de dire, la crise environnementale qui arrive, c'est une menace, il faut que ça soit une opportunité. La crise qu'on vit actuellement, il faut vraiment que ça soit une opportunité. Si on fait comme hier, ben vous savez, on va tous crever. Je vous dis, on va tous crever. Alors nous, bon, ça va. Moi, j'ai un âge où, bon, mais je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants, je pense à mon si beau pays qu'est la France, puis je pense à vous qui avez envie vraiment de tout bouger, tout ça. Donc la crise, il faut que ça soit une opportunité. Vraiment, je milite pour que ça soit une opportunité d'un vrai changement. Merci en tout cas pour vos engagements, merci pour ce que vous faites. Et puis, vraiment, Dominique, ne désespère pas, parce qu'en tout cas, au moins dans la Meuse, on est à vos côtés. Cher Président, cher Dominique, dans ton intervention, tu as relaté donc, et tu es revenu sur cette crise, notamment sanitaire, qui débouche aujourd'hui sur ce plan de relance nécessaire, et puis sur tous les épisodes que vous avez dû vivre et surmonter, donc, comme nous tous d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu nous as cité avec Bertrand, mais c'est vrai que je crois qu'il faut le dire avec réalisme et modestie. La France n'était pas spécialement beaucoup préparée à ce style de crise sanitaire d'une telle envergure, et je crois que les autres pays d'Europe également, et qu'il y a fallu apprendre et nous adapter en avançant. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce que nous sommes attachés à faire, et ce que je me suis attaché à faire, c'est de se rapprocher de l'ensemble des acteurs économiques. Comme tu le sais, je suis à la Commission des affaires économiques, et le Sénat, nous, dès qu'on a, au bout d'une semaine, j'allais dire, de confinement, on a repris, comme nous avons pu, en dématérialisant bien évidemment le travail, on a constitué au sein de la cellule économique, de la Commission des affaires économiques, une cellule de veille sectorielle, où il y avait 2-3 sénateurs par rapporteur, par secteur d'activité, dont votre activité, l'artisanat, d'autres industries. Moi, j'étais agriculture et agroalimentaire, et on avait pour vocation donc de se rapprocher de l'ensemble du tissu économique. Je vois Francis devant nous, voilà, pour essayer d'appréhender au mieux et de faire évoluer les dispositifs. Alors moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que on a dû effectivement agir dans l'urgence au travers de 3 projets de loi de finances rectificatives, et qu'à chaque fois, on a essayé de compléter les dispositifs. Et moi qui traverse quand même le département au niveau du tissu économique assez régulièrement, je pense que dans l'ensemble, ça a plutôt été bien vécu et efficace et réactif. Ceci dit, faut pas l'ignorer, les dégâts économiques sont là malgré tout, et il faudra qu'on les surmonte. Et d'ailleurs, donc il y a eu le fonds de solidarité pour les activités qui se sont vraiment stoppées. Il y a eu un recours au chômage partiel. Je crois que c'est 35 milliards en tout aujourd'hui mobilisés. C'est absolument pas du jamais vu, hein, voilà, dans l'histoire de notre République, on va dire, et des politiques sociales. Ça a été aussi les mobilisations des régions, les plans, des prêts garantis par l'État, et puis des reports de charges et des annulations, mais qui sont sans doute encore pas suffisamment nombreuses. Et puis donc vient aujourd'hui le plan de relance. Alors moi je le dis, on peut saluer l'Europe, qui a été d'ailleurs frileuse et un peu long au démarrage en début de crise, et qui s'est rattrapée. C'est quand même un plan, on le dit, qui est national, mais qui est quand même financé partiellement et porté et garanti par l'Europe, hein. C'est quand même vraiment une politique, une première, et qui est absolument, et ce qu'il faut vraiment, moi je crois, sans aller forcément dans le détail de ce plan, c'est que sa garantie et la garantie de son efficacité, ça sera son déploiement et sa coordination au niveau européen, mais également au niveau national et local.
Et là, moi, j'avoue, pour l'instant, on a les grandes masses, on a les grandes orientations. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ça se décline sur les territoires et que ça s'appuie sur moi, ce que j'ai dit hier à l'intervention d'inauguration de Verdun Expo, c'est de dire qu'il faut que qu'il soit déconcentré et qu'il soit, j'allais dire, en lien avec les acteurs du territoire en particulier, qui se combinent avec l'action des collectivités et que ça soit pas. Et moi, j'ai des signes qui sont quand même pas tout à fait, notamment dans le domaine agroalimentaire, où on ne met pas les régions et les acteurs territoriaux au bon moment encore. Donc il va falloir, avec Bertrand, enfin, dans nos assemblées, veiller à ce que ces plans puissent être correctement. Par contre, ils sont porteurs d'éléments importants pour vous, et vous l'avez évoqué. Il y a, on va dire, trois grandes masses. Il y a une masse plutôt sociale, qui est la poursuite de ce qu'on a vécu, le chômage partiel, et plutôt maintenant l'activité partielle. Alors ça, c'est quand même, notamment dans des grandes filières industrielles, quelque chose qui va être important. Je crois que Arcelor, la métallurgie l'a déjà, la sidérurgie et la métallurgie l'ont déjà en partie signé. Il y a sans doute l'aéronautique, il y a dans un certain nombre de secteurs importants de l'industrie où il va falloir bien évidemment s'adapter au temps partiel, où il y a des réductions de demande et un ralentissement économique. Et ce que je voudrais dire, oui, voilà, parce que je crois que la philosophie et là on a travaillé, Assemblée, Sénat, gouvernement quand même de concert sur ces plans, c'est que ce qui prime selon nous, c'est la protection du tissu économique. Et quand je mets le tissu économique, c'est bien évidemment les entreprises et ceux qui la constituent, c'est-à-dire les salariés et la compétence que ces salariés portent. Et le chômage partiel, c'est pas pour, bien évidemment, accompagner des salariés à ne pas travailler, ou le temps partiel, etc. C'est justement pour se dire que si on veut que les entreprises soient là, au rendez-vous de la relance, et surtout au rendez-vous de la croissance qui va revenir, et ça on peut en être certain. Est-ce que ce sera fin 2020, est-ce que ce sera début 2021 ou un peu plus tard, mais en tout cas, et on l'a bien vu, Bruno Le Maire, qui était ministre dans des gouvernements précédents et notamment dans la crise de 2008, la différence entre la France et l'Allemagne en 2008, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez loin en matière de chômage partiel, de protection des entreprises et de l'emploi, et que quand l'économie et le moteur économique est redémarré, eh bien, il manquait de carburant, et le carburant, excusez-moi l'expression, mais c'est aussi la compétence, c'est aussi les compétences, le personnel qualifié, etc. Donc, voilà la philosophie de ce premier tiers. Le deuxième tiers, c'est bien évidemment aussi des grands projets, de l'infrastructure, du ferroviaire, etc. Et puis il y a un élément extrêmement important aussi que vous avez évoqué, qui est sur la transition énergétique. Et c'est vrai que là, il y a des orientations donc budgétaires très, très favorables. Ma prime Rénov', c'est 2 milliards. Je crois qu'il y a aussi pour l'immobilier des collectivités publiques, l'habitat social. Enfin là, il y a vraiment un plan. Et ce que tu as dit, je pense que ça résume tout. Quand tu parlais que c'est pas en doublant les budgets qu'on double l'activité. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit hier, c'est qu'il faut que ça soit accompagné d'un choc de simplification parce que effectivement, moi cette semaine, je me suis permis d'aller visiter donc une entreprise active et travaillant dans le domaine de la rénovation énergétique, et si on veut que ça fonctionne, et si on veut que... Bon, il y a deux éléments. Il faut que nous, on essaye de faire des systèmes stables, lisibles et simples. Ce qui sera aussi de votre responsabilité, c'est aussi de s'adapter pour y répondre. Mais en tout cas, nous, on a tous collectivement une responsabilité, c'est d'essayer de faire en sorte de simplifier les choses. Alors,
moi, on me dit que les choses vont un peu mieux au niveau de cette nouvelle plateforme là, qui a été constituée, mais je crois qu'il faudra y veiller et je crois que c'est très important. Voilà, en tout cas, vous dire aussi que, bien évidemment, il y a parmi les difficultés qu'il va y avoir aussi, c'est sans doute dans ce trou d'air, ça va être l'apprentissage, l'emploi des jeunes, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre à profit, notamment en lien avec l'activité partielle, hein, se mettre à profit ce temps pour financer, accompagner de la formation, pour préparer les mutations. Et il y a un plan de soutien pour l'apprentissage et pour l'emploi des jeunes que tu as évoqué, qui est important. Là, vous allez me dire, quand je dis tout ça, vous allez trouver que je trouve que les choses vont très bien moi, je le dis, par contre, je pense il y a un texte que je n'ai pas voté et que je trouve qui ne va pas dans le bon sens. Je crois que Bertrand, d'ailleurs, également. C'est le texte sur l'apprentissage. Hein, je sais plus son nom, sur son avenir professionnel. Voilà. Bon, moi, je le dis très clairement, je pense que ça en a fait c'est une connerie de retirer les compétences aux régions. Moi, je pense que les régions doivent demain être porteuses des politiques d'apprentissage, des politiques de l'emploi, au même titre que des politiques économiques. Pour moi, c'est un tout. Quand il y a de l'économie d'un côté, il y a de l'emploi de l'autre. Et pour faire, j'allais dire, équilibrer l'offre et la demande et puis adapter, il faut de la formation, il faut de l'apprentissage. Donc voilà, bon, vous dire aussi, au-delà de ce qui est votre champ direct, je pense qu'il faut militer. C'est plutôt facile de dire ce qui va pas et puis ce qu'on aurait dû faire. Moi, je pense qu'à ce stade de la crise et surtout de ce qui va arriver, c'est surtout de mieux préparer la France pour son avenir et pour éviter donc de revivre, que ce soit en matière de désorganisation, de certaines pénuries, de certaines dépendances. Et ça passe par, bien évidemment, la redynamisation d'une politique industrielle. Et moi, je le dis, je salue le choix du gouvernement de baisser de 10 milliards d'euros les impôts de production. C'est plus de 70 milliards qui sont prélevés aux entreprises avant même de faire le premier euro de bénéfice. Ça renverra par contre une autre question, c'est comment faire en sorte que les collectivités puissent maintenir des budgets et des autonomies financières. Mais ça doit être la réflexion qui doit être en parallèle. Mais en tout cas, je sais que j'ai des collègues sénateurs qui disent qu'il ne faut pas toucher aux impôts de production parce que c'est des collectivités. Moi, je dis qu'il faut trouver du financement vertueux pour les collectivités. Mais je pense que les impôts de production, c'est des impôts qui pénalisent aujourd'hui la localisation. Et surtout, j'en parlais avec Jean Rotner hier, quand on est dans une situation géographique Grand Est et qu'on est à 2 pas de l'Allemagne, du Luxembourg ou de la Belgique, ça peut poser problème. Voilà, et vous dire que donc il faut qu'on prenne, qu'on se serve de ce temps de crise pour rebâtir une France qui investisse sur les technologies d'avenir, sur la transition énergétique, et puis surtout qui modernise aussi sa capacité de gérer notre République. Et je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs, les acteurs des territoires, les collectivités, bien évidemment en leur donnant un cadre, en les contrôlant, mais bien évidemment en leur faisant confiance. Et c'est aussi une nécessité également dans les rapports qui sont les nôtres dans la société, de faire confiance aussi aux corps intermédiaires. Vous en faites partie et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette crise dans tous ces sujets. En tout cas, je pense que c'est absolument nécessaire et je crois qu'il faut qu'on se mobilise sur ces sujets. Voilà, en tout cas, merci beaucoup.